suis née en France à l'époque où on écoutait des baladeurs et j'étais vraiment une élève avec des difficultés à l'école. Euh, pour la petite histoire, je disais que mes parents ils mettaient des cierges dans les églises pour que je puisse avoir des notes de passage. Et puis, les professeurs me demandaient au moins d'avoir la moyenne aux examens, genre brevet et bac, pour que je puisse réussir. Donc, moi, je voulais être maîtresse d'école, je voulais être enseignante quand j'étais jeune, mais je croyais qu'il fallait être première de classe pour réussir. Donc, j'ai été à Montréal faire une école de décor et costumes de théâtre, parce que dans la famille, on est beaucoup artistique. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai travaillé pour une aide aux devoirs tutorat, et c'est là que j'ai découvert le métier d'orthopédagogue, qui est donc un hybride entre enseignant et orthophoniste. On fait de la rééducation, mais du langage écrit. Et en même temps aussi, on peut enseigner. Donc là, je travaille maintenant à Vancouver depuis 2020, mais avant ça, je travaillais à Montréal. À travers ça, j'anime, je co-anime un podcast sur l'orthopédagogie. J'ai aussi, donc, comme Réseau Femmes, une chaîne YouTube, Instagram, etc. Alors, par rapport à vos questions, parce que l'écriture, c'est assez large, ça comprend donc le geste graphique, mais l'orthographe, les phrases, le texte et les fonctions exécutives. Et par rapport à vos questions, ce soir, j'ai décidé de cibler, pardon, le geste graphique et les fonctions exécutives. Je vais un peu plus parler, c'est quoi les fonctions exécutives, mais c'est quand même assez lié dans les tâches d'écriture. Donc, je vais parler de ça. Si après vous voulez développer plus, c'est parce que peut-être qu'on aura plus de temps sur l'orthographe, sur l'écriture de phrases, etc. On pourra le faire par rapport aux dictées, par rapport à comment travailler l'orthographe. Il n'y aura pas de problème. Mais là, pour les diaporamas, j'ai précisé plus le geste graphique. Je tiens à préciser aussi que je ne suis pas nécessairement une spécialiste du geste graphique. J'ai suivi quelques formations parce que j'avais certains de mes élèves qui avaient des problèmes avec l'écriture, enfin le geste à faire les lettres, mais c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est plus l'orthographe normalement, mais j'ai acquis quelques connaissances. Alors ce soir, je vous présente les connaissances que j'ai actuellement sur ça. Alors on y va. Donc le geste graphique, c'est l'ensemble des mouvements moteurs qui permet de tracer des formes et la base motrice de l'écriture, mais c'est pas encore l'écriture. Okay, c'est vraiment toutes les préalables à l'écriture qui va emmener à l'écriture. Faut savoir aussi qu'il y a une relation entre la fluidité graphomotrice, et je vais expliquer c'est quoi, et la performance en orthographe. Fait que la fluidité graphomotrice, grapho, donc c'est en lien avec la forme et le nom des lettres, et motrice avec donc le geste moteur. Euh, Quand on parle de fluidité graphomotrice, c'est cette capacité à écrire à la fois lisiblement et rapidement dans le développement des habiletés à produire des textes. C'est la définition que j'ai trouvée dans des recherches. Pour qu'un geste graphique soit mis en place avec l'écriture, il y aurait quatre choses. Donc la posture, la tenue de la mobilité et de la main, les tracés fondamentaux et le contrôle visomoteur. Et à travers ça, je vais parler de la mémoire aussi, car la mémoire est très importante. Donc la posture, j'avais déjà une question là-dessus. Est-ce qu'il y a une bonne posture pour l'écriture? Oui. Je suis allée sur le site de graphothérapeute, mais on peut trouver aussi sur le site d'ergothérapeute. Donc, graphothérapeute, c'est vraiment plus propre à la France. Ce sont des personnes qui suivent des formations sur justement ce geste moteur-là pour amener à l'écriture. Je trouvais que cette affiche-là présentait assez bien la posture. Donc, on voit ici, je vais reprendre mon petit hop, ici. On voit ici qu'il y a comme un angle de 90 degrés et que le coude est appuyé sur la table. On voit aussi que le papier, il est orienté. Alors, selon la gauche, si on est gaucher ou droitier. Donc, il y a quand même une orientation et le bras ici est parallèle à la feuille.
Aussi, le poignet n'est pas cassé. Donc, vous voyez ici, c'est droit. La main est alignée avec le bras. Et l'épaule, elle n'est pas levée, elle est baissée. On va regarder plus en détail la fameuse prise du crayon qui pose beaucoup de questions généralement. Hop. Alors, cette fameuse tenue du crayon. Donc là, je suis allée sur une source, une ergothérapeute qui est très présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et donc, elle montre ces prises de crayon qui sont acceptées. Donc, ça, c'est autour de le début du primaire. Ce qu'elle dit aussi, Josiane Caron-Santa, c'est que quand on a 6 ans, on n'a pas encore une pleine maturité au niveau motrice. Ça va aller vers 8 ans. Donc, même au début du primaire, on est encore dans comment dire, une immaturité, si vous voulez, pour faire le geste. Alors, au niveau de la technique, il y a une technique que j'ai vue sur Internet, c'était donc vous avez, elle a beaucoup de vidéos, mais dans le fond, hop, si je vais sur ce site-là, on voit ici le poignet. Vous voyez ici le poignet qui est comme cassé. Donc là, on suggère que ça soit plus droit. La main aussi qui est parallèle à la marge, comme je vous disais tout à l'heure, et les doigts. Donc pour les doigts, je vais arrêter le partage de mon écran. Ce qu'il disait, c'est qu'il y en a qui mettaient comme un point ici, un point là, et on touchait. Non, attendez, je me trompe. Et on touchait ça. Fait qu'après ça, on avait cette prise-là. Non, mais je me trompe, vous voyez, je me trompe. Ici, pardon, ici, là, et là, après ça, comme ça. Et du coup, ça a aidé au niveau de la prise. On a quand même des repères. Donc, il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube pour montrer comment mettre les crayons. Josiane Caron, elle a une petite vidéo avec une voiture, si mes souvenirs sont bons. Et le crayon n'est pas en l'air. On dit que ça, c'est comme un hamac. Et il est posé sur le hamac. Donc, il y a comme un support comme ça. Donc, il y a toute une étape par étape de comment positionner le crayon. Je vais repartager mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien donc, les 4 photos des mains? Est-ce que vous voyez mon écran avec les 4 photos des mains? Ok, parfait, super. Merci beaucoup. Donc, pendant un temps, on croyait qu'il y avait juste une seule prise des mains possible, mais là, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont acceptées au niveau des ergothérapeutes. Si je continue, si, mettons, vous avez votre enfant qui met toute sa main comme ça pour écrire, ce qu'on peut, ou comme ça si vous êtes gaucher, ce qu'on peut suggérer, c'est de mettre un petit pompon comme sur la photo. Donc les 3 doigts vont être occupés, les 2 doigts vont être occupés, et donc il reste les 3 doigts, autres doigts pour écrire. Donc je vais vous montrer la photo. Donc ça, c'est une petite astuce aussi pour obliger l'utilisation juste des 3 doigts. Alors, vous voyez ici, il y a comme le pompon qui est pris par les doigts. Et donc là, on peut avoir une prise de crayon, du coup, pour les 3 autres doigts. Maintenant, il y a les tracés fondamentaux. Et là, j'avais une question, est-ce qu'il faut insister sur l'écriture cursive? Et il y avait aussi une question sur, à l'école, on a l'écriture cursive, en script, etc. Donc, comment on fait pour ça? Donc, il y a des recherches qui se sont penchées sur est-ce que l'une est meilleure qu'une autre, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, je vais vous présenter ce que Josiane Caron Santa présente dans sa vidéo et ce que j'ai vu aussi dans des recherches qui datent à peu près d'une dizaine d'années. Donc, c'est assez quand même récent malgré tout. Avant que j'aille dans la fameuse bataille script et cursif,
Je vais juste parler des fonctions exécutives parce que ça rentre en jeu. Qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? En fait, c'est les capacités de votre cerveau qui permettent de contrôler les pensées, mais surtout, ici dans notre cas, les actions pour atteindre notre objectif. Et ici, ça va être l'écriture. Donc, vous en avez des fondamentales et vous avez la composite qui est la planification. Et ce qui gère nos fonctions exécutives, c'est l'attention. Donc, l'inhibition, c'est cette capacité à notre cerveau de faire comme « Ah, là, je freine », c'est comme si on mettait un frein sur la voiture, ou je mets un stop à cette action-là. Exemple, pour boire, ben, il faut que j'arrête de parler. C'est que je vais inhiber ma parole pour boire. Ou mettons, classique du fameux ENT, les enfants mangent. Donc là, il faut que je me freine. Est-ce que je dois mettre ENT ou ES? Et là, il faut que je pense, il faut que j'aille dans ma planification, etc. Au niveau de la flexibilité, c'est être capable de dire « Ah, je suis face à un obstacle, je peux trouver une autre solution pour pouvoir passer au travers ». La mémoire de travail, c'est une des composantes de la mémoire qui permet donc de prendre des informations et de les récupérer. Et la planification, c'est le GPS, quelles sont les étapes dont j'ai besoin. Donc ça, et surtout la mémoire est très sollicitée pour l'orthographe parce que quand on écrit, il nous faut avoir en tête quelle est la forme de la lettre pour écrire et surtout quel est le patron, quelle est la façon de faire pour faire la lettre. Si je ne l'ai pas en mémoire, ça va être beaucoup plus difficile ou ça va me prendre plus de temps pour aller la chercher. Donc, il faut que je trouve aussi des stratégies pour les récupérer en mémoire, cette forme-là. Oups. Alors, je vais revenir à cette fameuse script et... Excusez-moi, je suis sûre que vous n'avez pas le... Voilà, parfait. Alors, script et cursive. Je vais lire mes notes. Pour le script, c'est sûr que c'est plus simple parce que les lettres, c'est une par une. C'est que je reconnais un S, je reconnais un C, je reconnais un R. Donc ça, c'est au niveau plus facile au niveau de l'image mentale. Puis surtout, le script, on est entouré de scripts tous les jours, sur les panneaux de publicité, dans les magazines, sur Internet, etc. Donc, on est plus exposé à différentes formes de la même lettre. Okay, le G qui peut être avec deux espèces de deux bulles ou un seul bulle avec un crochet en bas, etc. Le A, soit il y a une petite bulle ou soit c'est juste un A avec un rond. Donc, il y a différentes formes de A, mais on est habitué, il fait partie de notre environnement. L'écriture, elle serait plus lisible aussi parce qu'on arrive à reconnaître de façon individuelle les lettres. Par contre, comme chaque lettre, entre chaque lettre, il y a un espace, chaque lettre a un patron orthographique, ce qu'on appelle un patron orthographique. C'est-à-dire que je fais le S, donc je tourne et je tourne, je lève mon crayon. Je fais le C, je pars d'en haut et je tourne, je lève mon crayon, etc., etc. Donc ça, non seulement il faut que j'ai un patron pour chaque lettre, mais en plus de ça, il faut que je lève mon crayon, donc ça prend plus de temps. Alors que et donc, il faut aussi que je gère l'espace entre les lettres et il faut que j'arrive à écrire sur la ligne à chaque fois que je relève et que je repositionne mon crayon. Tandis que le cursif, oui, c'est un peu plus complexe au niveau de l'apprentissage, ça va prendre plus de temps, mais je vais lever moins mon crayon. Donc, ça va être plus facile pour automatiser parce que c'est un patron. Exemple, si j'y vais avec le mot « le », ce que Josiane dans sa vidéo dit, c'est que le, c'est une boucle et une petite boucle. Donc, c'est une seule fois que je vais mettre mon crayon et ce patron-là, je vais pouvoir le suivre. Aussi, avec la méthode cursive, comme ça prend plus de temps, ben, elle dit qu'au niveau de la méthode, il faut qu'elle soit assez stimulante pour laisser au niveau le temps. Par contre, on peut suivre plus facilement la ligne. Mais je vais vous montrer tout à l'heure des lignages pour aider les enfants à justement ces enfants avec ce que j'appelle moi les lettres qui volent comme ça, qui ne suivent pas la ligne. Il y a comme quelque chose qu'on peut déjà mettre en place. Par contre, maintenant, au niveau de la recherche, je vais parler au niveau de la recherche. C'est sûr que c'est une décision d'école. Si je reviens à la question précédente,
Par rapport à mes enfants, on commençait à écrire en cursif, puis à l'école, on les a fait écrire en script et maintenant leur calligraphie est devenue quasi illisible. Euh, Ce que la recherche dit, c'est que si on commence en script, c'est mieux de finir en script. Et pareil en cursive, il faut finir en cursive. Généralement, on passe de script à cursive. C'est un peu ça le mode opératoire de certaines écoles. Mais là encore, c'est une décision d'école. Ce qu'ils disent quand on passe du script au cursive, c'est qu'on apprend un patron et il faut passer dans une autre transition pour apprendre un autre patron, donc une autre façon de faire les lettres. Donc, du coup, faut comme un peu désapprendre, entre guillemets, pour réapprendre quelque chose. Et ce que la recherche montre aussi dans les études, notamment de Morin, c'est qu'à la fin du primaire, ben, les enfants reviennent à leur première façon où ils ont appris l'écriture. Autre chose, c'est que si l'enfant, donc là je revenais sur la question comme quoi l'écriture était illisible, c'est peut-être parce que l'enfant, en fait, vu qu'il leur apprend un autre système d'écriture, ça va chercher de la mémoire, ça va chercher de la charge cognitive, parce qu'il est en train d'apprendre une autre façon de faire les lettres. Donc, plus l'orthographe, plus les idées, plus la forme des lettres, ça lui prend beaucoup, beaucoup d'énergie cognitive. Donc, peut-être que l'enfant, il a dit, bah, je vais sacrifier la forme des lettres pour aller avec mon orthographe et mes idées. Donc, c'est pour ça que c'est rendu peut-être illisible. Il y a des élèves qui préfèrent, eux, sacrifier peut-être l'orthographe et les idées et mettre plus l'effort sur la forme des lettres. Donc, peut-être c'est une des raisons pour laquelle l'écriture est illisible. Alors, je vais avancer mon diaporama. Donc, ça, c'était les fonctions exécutives. Maintenant, le choix du crayon. Donc, il y a un site internet, je vais vous montrer, qui montre les différents. Alors, c'est un site français qui montre les différents styles de crayons. Je me suis posé la question, donc moi, j'en ai acheté et je les ai testés. Je vais arrêter de partager mon écran. Avant que je vous montre les styles de crayons un peu préconisés, juste pour vous dire que ces crayons-là, style Bic, pour ceux qui sont en apprentissage de l'écriture, c'est pas recommandé. Surtout le Bic, en fait, je suppose que vous avez remarqué, mais l'encre, elle n'est pas totalement fluide. Il faut comme tenir le crayon droit pour que l'encre tombe. Or, tout à l'heure, on a dit qu'on voulait que le crayon soit dans le hamac, le petit pli de la main, pour avoir plus de contrôle. Donc, si le crayon est comme ça, c'est plus difficile. Et pareil pour les bics, plusieurs couleurs, etc. Donc ça, c'est pas préconisé par les spécialistes. Au niveau du crayon, donc, moi, avec mes élèves, j'ai essayé celui-ci. Donc, c'est un pouce-mine, un critérium, comme vous voulez. Et je ne sais pas si vous voyez, il est comme à trois, comme ça. Donc, ça permet de positionner les trois doigts. C'est un peu gros, mais j'ai essayé ça aussi. Et là, mes élèves, ils ont adoré. On peut trouver ça dans différents magasins ici. Donc, pareil, encore, on est à 3. Je ne sais pas si vous voyez, on est à 3. Et, et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a comme des petits crayons, des petits traits antidérapants. Donc, comme ça permet à l'élève de pas, ou votre enfant, excusez-moi, je dis élève, c'est une déformation professionnelle, j'ai l'habitude de dire élève, mais à votre enfant de pas trop glisser au niveau du crayon. Si vous avez des critériums, il y en a qui ont des gommes, comme ça, une espèce de truc de gomme, là, pour éviter pas pour gommer, mais pour éviter de déraper. Puis ça, j'ai trouvé au Dollarama, sans faire de publicité au magasin, là, mais. Et en plus, il y a comme un effet un peu, je ne sais pas si vous voyez, un peu avec un trou, là, pour placer les crayons. Euh, Après, moi, j'ai essayé celui-ci, qu'on voit sur des sites. Pareil, c'est pour aider aux apprentissages. Personnellement, mes élèves, ils ont. Alors, par contre, c'est Bic qui fait ça. Donc là, ils ont dû se dire, on va lancer des crayons un peu plus adaptés. Mes élèves, ils n'ont pas trop aimé. Puis je trouve que c'est un peu gras et épais la mine. Donc, c'est pas très élégant. Ça, c'est mon avis personnel. Après, j'ai ce crayon-là aussi qui est beaucoup préconisé. Donc là, c'est Stabilo, ça s'appelle Easy Original. Et je ne sais pas si vous voyez la courbe. Donc là, c'est un stylo, mais c'est difficile. Par contre, à ouvrir, c'est un peu difficile. Voilà. Donc là, c'est un stylo. Puis pareil, il y a comme une prise au niveau des doigts qui est un peu plus facilitée. Avec une petite
courbe comme ça. Donc voilà. Ça, c'est bien. Donc, par contre, il faut acheter les recharges. Sur Amazon, c'est disponible. J'ai regardé si c'était disponible au Canada. Donc, c'est disponible au Canada. S'il y en a qui veulent s'essayer au stylo plume, ça existe en version stylo plume. Juste faire attention, il y a gaucher et droitier. Donc, comme moi, je suis droitière, j'ai acheté celui droitier. Donc, voilà. Euh, Et oui. Lucille, les stylos que tu viens de nous montrer, c'est pour les enfants de quel âge environ? Alors, ça, c'est vraiment le début de l'apprentissage de l'écriture. Néanmoins, il n'y a pas de restriction d'âge. Si un enfant de 10 ans a besoin d'un crayon comme ça et qu'il l'aime, pourquoi pas. Mais ce que eux ils disent, c'est que c'est pour aider les élèves en début d'apprentissage. Mais après, je veux dire, on peut le garder. Moi, je suis adulte et je l'utilise des fois, donc voilà. Puis même que mes élèves plus vieux utilisaient beaucoup celui-ci. Mais D'accord. celui-ci, je ne l'ai pas trop trouvé en magasin. Des fois, je l'avais acheté à Staples et je vous montre la marque là, c'est Papermate. Mais ils ne sont pas tout le temps disponibles. Peut-être sur Amazon, je n'ai pas regardé sur Amazon. Donc voilà, Ok, merci beaucoup. ça fait plaisir. Je vais continuer à repartager mon crayon, mon écran. Alors, vous voyez ici, hop, je vais reprendre mon petit curseur. Donc ici, la forme triangulaire. Ici, il y a des petits picots pour le anti-dérapage. Puis ça, c'est le crayon dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Alors, ça, c'est un exercice que j'ai fait avec mes élèves. Pour travailler, alors nous dans notre école, on est en cursif. Alors, après ça, vous allez pouvoir l'essayer. Vous allez faire grande boucle, petite boucle, tournée. Et là, vous allez essayer de reproduire comme ça. Grande boucle, petite boucle, tournée. Grande boucle, petite boucle, tournée. Allez-y, je vous laisse 1 minute pour le faire si vous voulez l'essayer. Donc, vous pouvez prendre l'outil crayon. Si vous êtes à l'aise avec votre souris ou si vous avez un stylo, allez-y, essayez. Grande boucle, petite boucle, tournée. C'est interactif ce soir. Oui, je vois qu'ils font, c'est bon. Yeah, c'est bon, c'est bon. Si aussi vous voulez vous entraîner avec le... Oui, c'est ça, c'est pas facile. On n'a pas la meilleure tablette. Vous pouvez faire aussi pic, boucle, tourne. Pic, boucle, tourne. Pic, boucle, tourne aussi, si vous voulez faire le il. Donc, vous voyez, je verbalise en même temps mon geste. Pic, boucle. Pour le U, ça serait pic, pic, boucle. Ou boucle, U, U, tourne, etc. Vous faites des beaux dessins, tout le monde. Je vais arrêter le partage, sinon on en a pour toute la soirée, j'ai l'impression. Merci tout le monde pour votre participation. Oui, ça ressemble un peu à du gribouillage. Mais en fait, de faire boucle, boucle, etc. Donc nous, on est en script là ce soir, mais ça permet aussi un peu de mettre un peu de flexibilité dans votre poignet et pas que ce soit comme compressé. Et puis, ça permet aussi d'automatiser ce geste-là, ce fameux patron-là dont on parlait. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre participation, tout le monde. Autre chose aussi, peut-être que vous avez vu, je les ai trouvées. Donc ça, c'est des ressources que j'ai trouvées au Canada. Hop. Donc si votre enfant est en script, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, pour chaque petit trait, ça correspond à un espace. Donc comme ça, il peut écrire en script. Et du coup, au niveau de la gestion, et les marges sont super importantes, de savoir quand est-ce que je commence, quand est-ce que je finis. Il y a de la marge, il y a d'espace en haut, il y a d'espace en bas, donc on n'écrit pas non plus n'importe où sur la feuille. Donc la gestion de l'espace aussi est importante. Donc ça peut être très utile aussi pour les élèves. Donc ça, je vous ai mis ici, c'est Ilroy qui fait ça. Moi, je l'ai trouvé au Canada. Aussi, vous avez peut-être vu passer ça si vous vous intéressez à l'écriture, aux gestes moteurs. Donc ça, c'est pour dire aux enfants, puis ça peut être aussi en lettres bâton. Si je le fais en lettres bâton, hop. Attention d'ailleurs au sens des formes. Moi, je commence en haut et je tourne. J'ai vu qu'il y a des enfants qui font leur A comme ça. Ok, donc on commence en haut
et on descend. Et voilà. Donc, on peut mettre un point vert même pour les aider, savoir où démarrer. Puis, ce qu'on peut faire, c'est que pour pas qu'ils se perdent trop, donc au niveau des lignes, on peut faire une ligne ici. Là, on leur dit que c'est les racines, la terre ici. Donc, ça, c'est les lettres qui tombent, comme le P. Et puis, en haut, les lettres qui montent. Ouais, c'est ça, je sais. Oui, aussi, fourniture scolaire, gros problème, et aussi comment est enseigné le sens des lettres, je le sais. Personnellement, pour avoir eu des élèves avec moi qui avaient donc pour travailler l'écriture, je trouve que au niveau de la gestion de la ligne, quand on commence en haut, on peut voir où est-ce qu'on s'arrête et qu'on. Alors ça, c'est mon avis personnel que je vous partage. Ceci dit, il existe aussi des programmes dont je vais parler tout à l'heure et ils commencent en haut aussi. Alors, le contrôle visuo-moteur, ce dont on a besoin quand on écrit une lettre, c'est la coordination entre l'œil et la main. Dans le fond, il y aurait, donc encore si je me fie sur ce que dit Josiane Caron Santa, pardon, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a d'abord une phase visuelle où les yeux vont guider le crayon et après, je vais avoir la représentation mentale de la lettre. Et après ça, je vais passer à la phase kinesthésique où je vais reproduire et ça va devenir de plus en plus automatique. Et donc, plus ça va être automatique, plus je vais me focuser sur l'orthographe et les idées. Ok, ça c'est notre but. Et ce contrôle visuo-moteur-là, donc c'est la coordination entre les yeux et les mains. Et il y a aussi cette capacité à suivre un modèle. Donc, si je regarde l'affiche, mettons, qui est dans ma classe ou sur le réfrigérateur, ou etc., n'importe quoi, il faut que je sois capable de le reproduire. Et donc, des fois, de passer d'un plan vertical à un plan horizontal, oui, je ne me trompe pas, c'est bon, ça peut être aussi une difficulté pour les élèves. Donc, en mettant des petits repères comme le ciel, la terre, etc., les petits points de départ, ça peut aider. Question, à quel âge doit-on s'inquiéter de l'écriture de notre enfant et par la suite consulter une psychomotricienne? Alors, psychomotricienne, ça c'est plus propre à l'Europe. Ici, en tout cas au BC, on va parler de ergothérapeute. En anglais, c'est occupational therapist. Il faut savoir ici, par contre, l'enseignement des lettres, bon, premièrement, comment dire, le système anglophone et francophone est un peu différent, ne serait-ce qu'au niveau du lignage aussi. Et quand j'ai parlé avec des professeurs d'immersion, et quand on regardait le matériel anglophone, le G, ils avaient deux formes d'écriture pour le G et le A aussi. Mais le A, c'est un peu plus courant, mais le G, j'étais assez surprise, j'ai découvert ça cette année. Donc, il y a aussi peut-être des fois avec le occupational therapist, si elle va jusqu'à la forme des lettres, peut-être que des fois, il peut y avoir une différence avec ce qui est enseigné avec l'école. C'est juste de contrôler ça et de voir et d'avoir toujours cette communication, qu'est-ce qui se fait et de montrer. En France, il y a aussi des graphothérapeutes qui sont beaucoup moins chers parce que c'est pas les ergothérapeutes appartiennent plus au domaine de la santé. Graphothérapeute, c'est plus, c'est pas un métier protégé dans le sens d'association d'ordre professionnel, etc. Donc il y a une association, pardon, mais il n'y a pas d'ordre professionnel. Donc vous pouvez toujours aller sur des sites. Moi, je vais sur des Instagram, sur des sites de graphothérapeutes qui donnent déjà quelques conseils. Notamment une que j'ai trouvée pertinente, donc je vous les partage ce soir. Elle s'appelle Samira Trari. Et elle a reconnu qu'il y avait 3 erreurs qui revenaient fréquemment. C'est qu'on force la bonne tenue de crayon, mais avant ça, il faudrait aussi travailler le prérequis, donc c'est-à-dire la mobilité des doigts, renforcer les tonus musculaires, donc beaucoup la motricité fine. Donc je vais expliquer comment on peut faire ça tout à l'heure. Et les fameux réflexes archaïques dont je vais parler tout à l'heure. Elle dit aussi qu'on multiplie les cahiers d'écriture, mais avant ça, il faut regarder aussi la posture. Et aussi, ça va passer avec le temps. Oh, attends, ça va passer avec le temps, mais c'est mieux d'agir maintenant que d'attendre. Et ça, c'est aussi valable pour tout ce qui est orthographe, etc. On ne va pas attendre, on va agir avant. Même pour le langage oral, il vaut mieux intervenir plus tôt. Au niveau des exercices à faire, donc je parlais de la boule de papier que moi j'adore, que je fais ça avec mes élèves. Ça vous prend très peu de matériel. Vous prenez une feuille de papier. Attention, si vous avez une feuille de papier à côté de vous, vous pouvez le faire.
Donc, feuille de papier, vous pouvez prendre ce format-là. Si vous voulez des défis un peu plus grands, vous pouvez prendre une feuille entière. Attendez, il ne faut pas que je regarde si mes notes, elles ont été… C'est bon. Parce que c'est la feuille de mes notes, alors si j'ai plus mes notes. Et là, vous allez faire une boule de papier. Vous n'avez pas le droit de vous aider de votre corps ni de la table. Donc, c'est vraiment en l'air. Et donc là, vous pouvez demander de faire une boule de papier. Vous voyez tous les muscles que je suis en train de travailler de mes doigts. Donc ça, c'est 30 secondes, même pas. Et après ça, vous pouvez demander aussi à la déplier aussi. Donc, ça sent l'entraînement. Hein. Je le fais très souvent avec mes élèves. Et voilà. Donc ça, c'est exercice déjà qui travaille beaucoup, beaucoup les muscles. Vous avez aussi l'exercice de la chenille. Donc, si vous avez un crayon, vous pouvez, comme ça, donc avec juste les 3 doigts, faire monter et descendre votre crayon. Comme ça. Alors, je vais continuer à partager mon écran pour vous montrer les autres petites… Donc, la pâte à modeler aussi. Donc, ça, c'est vraiment du matériel de manipulation, pareil. Le triangle. Alors, le triangle, j'arrête de partager mon écran. Dans le fond, ça, c'était une ergothérapeute qui m'avait donné ce conseil-là. On est face à face avec votre enfant et là, vous allez mettre les mains comme ça, 10-10 chacun, et vous allez faire un pas à chaque fois à reculer. Donc, vous commencez comme ça et au fur et à mesure, vous faites un pas en arrière, mais vos mains continuent à se toucher. Donc, du coup, ça crée ici une espèce de tension, donc ça muscle les bouts des doigts. Et après ça, quand c'est le maximum, là, pas tomber, vous remontez comme ça. Voilà, donc petit exercice. Ta, 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 ta. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. Tous les exercices de labyrinthe, de points reliés, etc. Et je vais donc parler des réflexes archaïques. Alors, je ne suis pas une experte des réflexes archaïques. Je vous partage l'information que moi j'ai, mais je ne suis vraiment pas une experte. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis allée sur YouTube, j'ai tapé réflexes archaïques, exercices et pour travailler l'écriture, et j'en ai trouvé quelques-uns. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait avec mes élèves quelques exercices. Notamment, il y avait un qui était de tourner la tête, il y en a un, c'est de glisser. En fait, on a nos pieds sur le mur, puis on est comme le dos sur le sol, puis là, on donne un élan avec nos pieds, puis on glisse comme ça en arrière. Ça, c'est des choses comme ça, c'est des réflexes archaïques. Donc, c'est des réflexes de réaction automatique présentes à la naissance pour la plupart et qui vont servir de patron pour diverses fonctions. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée. Et dans le fond, quand ces réflexes-là ne sont pas ancrés et dans votre corps, après ça, il y a des répercussions sur votre motricité. Paraît-il, notamment, que si on est sensible au chatouillis, ça veut dire qu'il y a un réflexe archaïque qui n'a pas été intégré. Voilà, donc je vous laisse cette information-là. Si vous êtes chatouilleuse ou chatouilleux, vous savez. Autre petit objet aussi, alors ça c'est sur le site Optoys, vous pouvez trouver des petits objets comme ça, mais on peut les trouver aussi au Canada. J'avoue que j'ai été dans la facilité, je connaissais ce site-là, donc je suis allée ici. Donc, vous voyez, c'est comme un crayon et puis qui fait tracer des petits points comme ça. Vous avez tout ce qui est pince à linge. Bon, là, c'est une pince d'apprentissage, mais tout ce qui est pince à linge aussi. Mettre 2 trombones ensemble, enlever 2 trombones. Sur le site de Optoy, vous avez des ressources gratuites aussi à télécharger. Donc là, c'est de mettre, mettons, vous avez l'étoile orange, puis on doit soulever donc le doigt de l'étoile orange, ici de l'étoile bleue. Vous avez un petit parcours comme ça à suivre avec les doigts. Donc, toutes ces petites choses-là qui nous permettent de muscler les doigts, parce que ça part de là, en fait. Vraiment, avant de donner un crayon et de faire des lignes et des lignes, on va aller d'abord solidifier les muscles. Vous avez aussi ce programme-là, je pense qu'il est américain, s'appelle Handwriting Without Tears, avec mon beautiful accent. Et vous avez une application. Moi, je l'avais fait une application sur ma tablette, sur mon iPad. Alors, ils vendent des cahiers aussi, mais on peut aussi avoir la tablette. Et donc, c'est vraiment l'intégration de la forme du fameux patron orthographique. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez ici, la méthode a fait commencer en haut. Donc, et le C et le D, donc ça, c'est des formes rondes. Fait qu'aussi, il y a des familles de formes. Vous avez les formes rondes. Tout à l'heure, on a parlé du pic avec le I, de la boucle avec le L en script.
Donc, vous savez, des formes qui vont par famille de formes. C'est ça. Ici, donc, le site web, je vous le montre, ce site web-là. Donc, c'est Josiane, donc la fameuse Josiane Caron, Santa, ergothérapeute. Bon, excusez-moi, il y a de la pub. Mais vous voyez ici, elle a tout plein de vidéos et notamment des activités de motricité fine, de prise de crayon, la fameuse voiture dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, elle a vraiment beaucoup de vidéos accessibles. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est revenu à mon écran original avec le cercle, etc.? Ok, parfait, merci Marie. Vous avez aussi la ligne droite. De faire marcher les enfants sur une ligne droite, ça va les aider à conceptualiser après de suivre la ligne quand on écrit. Et sauter à pieds joints aussi, tout ça, ça va aider à écrire, puisque c'est une conscience de son corps, au niveau de l'équilibre, etc. Donc l'équilibre, ça va jouer aussi sur l'écriture. Autre chose aussi, de les faire écrire soit sur un plan vertical, sur un mur, ou sinon, ils peuvent se mettre en dessous d'une table et écrire sur une table. Donc là, il y a tout le muscle de l'épaule et du bras qui est sollicité pour changer un petit peu. J'avais une question par rapport aux élèves ou aux enfants, je fais que dire élèves, hein, c'est vraiment un réflexe que j'ai, aux enfants qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Petit astuce ici et aussi l'effort. Ici, je vous montre ceci, qui est le principe d'une batterie, c'est-à-dire c'est que l'élève, oui, j'ai réflexe, que l'enfant, c'est mes élèves, vos enfants, c'est mes élèves, que l'enfant peut s'identifier où est-ce qu'il est rendu au niveau de son énergie. Donc, il y a toutes sortes de programmes qui existent, notamment pour la gestion de l'énergie, d'identifier quand est-ce que je dois utiliser mon inhibition, etc. Il y a toutes sortes de programmes qui existent. Et donc, je trouvais que c'était intéressant aussi qu'à un moment donné, quand l'enfant est rendu ici, ben, c'est peut-être le temps pour lui de faire une pause. Et pour ça, on peut peut-être utiliser un time timer, après 10 minutes, après 5 minutes. Il y a aussi donc les coussins. Moi, dans mon bureau, j'ai des coussins, puis j'ai aussi des tabourets qui bougent que j'utilise pour moi aussi, pour travailler sur mes abdos en même temps. J'en profite, je fais du sport. Ce que je répète beaucoup aussi à mes élèves, c'est quelle est ta priorité? Parce que quand on a quand on a un florilège, il y a une spécialiste de marketing qui, elle aussi, elle a un déficit d'attention, puis elle parle de jardin anglais. Le jardin à la française étant hyper structuré, le jardin à l'anglaise, c'est un amas, une foison de plantes et de fleurs, etc. Donc, pour quand on a un déficit d'attention, on a beaucoup comme ça d'idées qui partent un peu dans tous les sens. Et donc, de se dire, OK, quelle est ta priorité? Sur quoi tu mets ton focus? Dans les programmes pour l'attention, il y en a qui parlent de lampe. Ta lampe, tu la mets où? Si vous connaissez le livre Ma maison tête, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, ça parle de ça, c'est mettre des caches sur tous les écrans qui sont devant nous. On met des caches et on focus juste sur un seul écran. Ce que je fais aussi avec mes élèves, c'est que j'utilise l'ordinateur, ils puissent dicter, et aussi j'utilise l'intelligence artificielle au niveau de la stimulation, au niveau de la motivation à écrire. C'est-à-dire, il écrit une phrase et l'intelligence artificielle génère une image. Donc là, il y a le résultat de sa phrase. Aussi, vous avez tous les supports comme ça à base de pictogrammes ou de dessins pour construire une phrase. Donc ça peut être du matériel aussi que vous pouvez trouver. Que moi, je partage aussi avec les parents de mes élèves pour construire des phrases. Vous avez aussi la méthode Pomodoro. C'est une méthode qui, en fait, permet de couper le temps en petites unités. Donc, on travaille 10 minutes, on fait une pause 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Donc, ça permet de gérer le temps. Et au niveau de la mémoire, c'est plutôt bénéfique aussi. Quelle heure il est? 47, je vais être dans les temps. Ça, je suis contente. Je vais être dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'orthographe ou le texte? Est-ce que je dois parler d'orthographe? Est-ce que vous avez des questions par rapport? Parce que, comme je disais, moi, ma spécialité, c'est plus l'orthographe. Là, je vous ai partagé des connaissances sur ce que j'avais sur le geste, mais je ne suis pas une spécialiste. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent des questions par rapport à l'orthographe ou l'écriture de texte? Je pense Enfin, que tu peux en parler, hein, ça fait partie du sujet. Ouais.
Oui, oui, oui. C'est juste que c'est tellement large que c'est plus facile pour moi de partir de questions que Mhm. de parler d'orthographe parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et là, Ok, je peux pas donc te tu prendre aimerais une. avoir une question sur l'orthographe? Il y en a. Sinon, j'aborde pas le sujet nécessairement. Non. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos enfants euh, s'intéressent ou prennent conscience de l'orthographe française alors qu'ils sont tout le temps finalement entourés d'anglais? Ok. Donc là, c'est sur un sujet très intéressant et très large. Dans le fond, il y en a qui sont contents. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je fais des liens avec l'anglais. Ok. Exemple, les mots féminins qui finissent en T s'écrivent T-E la plupart du temps. Il y a des exceptions, genre dictée, mais T-E. Donc, je fais un lien comme la beauté. Et je fais un lien avec l'anglais, beauty. Réalité, reality. Fait que je me sers de l'anglais aussi et de leur bagage linguistique qui est comme pluriel pour pouvoir m'appuyer sur les deux langues. C'est comme ça que je procède. Mais je leur offre aussi cette occasion de leur montrer qu'il y a des régularités en orthographe pour qu'ils puissent s'appuyer sur ça et de dire, surtout les élèves, avec, les enfants, les élèves avec qui je travaille, moi, ils ont des difficultés à l'école, des difficultés en orthographe. Fait que si je leur montre qu'il y a comme une logique, ben, ça va pouvoir aussi, vont pouvoir se rattacher à ça. Ce que je fais aussi, c'est que je fais comme un petit aide-mémo que je partage aux parents et que comme ça, on voit les règles qui sont dedans, ils peuvent s'y référer. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marie? J'ai pas répondu entièrement à ta question parce que c'est un gros sujet, Mhm. mais une des stratégies que j'utilise, c'est que je me base sur d'autres langues, notamment l'anglais, mais je me Ok, base aussi des fois sur l'espagnol, etc. ok, ouais. Ben, en fait, ça m'a fait penser que bien souvent, moi, ce que je fais, c'est que je donne comme par exemple ortho pour dire ortho, bah, c'est ce qui va droit, donc orthographe, orthogonale. Et est-ce que c'est ça dont tu parles que tu utilises Alors, pour... alors toi, c'est oui, oui, ça rentre dedans. Toi, c'est plus la morphologie, c'est-à-dire les préfixes, les suffixes. Exemple, si je leur dis casquette, le E-T-T-E, ça veut dire petit, donc petit casque, qu'on peut retrouver dans d'autres mots, maison, maisonnette, etc. Donc ça, je m'appuie aussi sur la morphologie. Il faut savoir aussi que 50% du lexique, là je parlais plus de la langue anglaise, mais 50% du lexique anglais a une origine française par l'histoire de la France et de l'Angleterre. Donc il y a des mots qui sont communs et il y a des mots qui ont migré en France. Mhm. Euh, donc ça peut être intéressant. Il existe pour les enfants la petite histoire de l'étymologie pour les enfants ou quelque chose comme ça. Ça peut stimuler aussi, faire des ponts entre le français et l'anglais. Et puis aussi, nous, le français est une langue romane qu'on retrouve en espagnol, en italien, en roumain aussi. Donc, des fois, c'est intéressant. Il y a aussi des livres sur les différents bruits des animaux dans différentes langues. Donc, ça aussi, pareil, ça peut être une ouverture vers d'autres langues qui peut être super intéressant. J'avais une question. Quelle est Quelle est la plus grande difficulté que vous remarquez en travaillant sur l'orthographe avec les enfants? Ah En fait, l'orthographe, c'est qu'il y a l'orthographe des mots, puis l'orthographe grammaticale, donc les Mhm. fameux accords, les ENT, les S, les E, les X, etc. Donc, la plus grande difficulté, en fait, c'est les plus grandes difficultés, c'est que le français, il y a juste 50% des mots qu'on peut écrire qu'avec les sons. Exemple, si j'y vais avec papa, peut ne peut s'écrire qu'avec un P et A peut s'écrire avec un A. Bon, après, il y a différentes façons de faire le A, mais en règle générale, c'est quand même P-A, P-A. Et c'est ça, je peux seulement m'appuyer sur 50% des mots peuvent seulement s'écrire comme ça en français. Donc, il faut que je fasse appel à d'autres stratégies, dont la morphologie dont tu parlais, Marie, qui est le préfixe et les suffixes, et aussi ces règles-là d'orthographe, c'est-à-dire quand j'entends O à la fin d'un mot, la plupart des temps, j'écris E-A-U. Et donc, du coup, ça, ces petites règles-là d'orthographe-là vont aider. Généralement, ce qui est utilisé en classe, c'est ces règles-là, de façon générale. Donc, ça peut aider. Pour la grammaire, les fameux ENT qui deviennent des S quand c'est des verbes, etc., c'est vraiment de s'appuyer sur est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un verbe. Il y a tout un travail de grammaire à faire derrière, d'analyse grammaticale à faire derrière. Et ça, du coup, on peut faire aussi des liens avec l'anglais, parce que ça peut aider.
Est-ce que, Merci. Aurélia, j'ai répondu à ta question? Tu peux me faire un pouce en l'air. Oui, c'est bon. Ok, mais tu les vois, moi je les vois pas, t'es C'est bonne? dans le chat. Ah bah, je l'ai pas vu non plus. Bon, ah, merci. En parlant de ça, par rapport justement à l'écriture de texte, là ici, c'est comme un espèce de mode opératoire que je partage avec mes élèves pour comment se corriger. D'abord, on regarde la ponctuation, après ça, on regarde les accords, après ça, on regarde le sujet et le verbe, et après ça, la règle d'orthographe. Donc ça, c'est comme un petit chemin, des petites étapes comme ça que je fais. Je voulais aussi parler de la mémoire, parce que on a parlé, quand on parlait d'écriture, on parlait que la mémoire, c'était important. Mais pour aider à mémoriser, il y a des recherches qui ont montré qu'il y avait quand même deux, trois techniques qui pouvaient aider. Je vais juste peut-être le mettre, parce que là, vous avez... Hop, voilà, c'est peut-être mieux. On appelle ça la récupération en mémoire, c'est-à-dire alors, on va redire dans sa tête la leçon. Comme là, vous voyez, aujourd'hui, avec une élève qui était au secondaire, on travaillait sur apprendre son vocabulaire de mathématiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai écrit sur un petit tableau, juste avec des mots-clés, la leçon. Donc, on est allé par 3 définitions à la fois. On lisait, elle redisait à voix haute, et j'effaçais, mais je laissais juste un petit dessin qui correspondait à la première définition, mais j'ai resté le reste. Exemple, je vais vous sortir la leçon, là, c'est symétrie par rapport au point O. Fait que là, j'avais S et R. Donc, ça peut être des fois un petit dessin, des fois, ça peut être juste 2 lettres qui va rappeler. Et on répétait, et j'effaçais au fur et à mesure les définitions, puis on répétait à voix haute. Ça peut être aussi des flashcards, et ça peut être la technique des 3 boîtes, c'est-à-dire vous avez 3 boîtes. Une avec c'est sûr, je connais, une c'est pas sûr, et une c'est encore pas acquis. Donc, vous allez au flashcard. Quand la flashcard est c'est bon, c'est maîtrisé, on va le mettre dans la boîte 1. Quand elle a besoin de révision, on va le mettre dans la boîte 2, etc. Et le but, c'est que tout aille dans la boîte numéro 1. Comme ça permet aussi de réduire le stress de oh, j'ai tout à apprendre. Et espacer les moments de révision. Le ITA, c'est l'Institut des troubles d'apprentissage. Donc, pareil, il y a plein de ressources pour les parents. Et là-dessus, on voit que si on le fait juste une fois, on va oublier dans le temps. Mais si on fait plusieurs répétitions de façon espacée, à chaque fois, on va aller chercher en mémoire l'information et la réactiver. Donc ça va aider aussi. Voilà.